Merci d'être présent aujourd'hui à 13 heures, probablement peut-être en plein repas pour vous, en plein déj. Voilà, donc je vous propose qu'aujourd'hui, pendant 40-45 minutes grand maximum, nous parlons ensemble e-réputation et marque employeur. Et quelque part, est-ce que vous êtes prêts à affronter la transparence radicale et pas non à la transparence radicale? Donc très rapidement, je vais me présenter. Moi, je suis Florent Le Tourneur. Je suis un ancien DRH et en 2016, j'ai créé une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Happy to Meet You, avec deux activités, le cabinet de recrutement, une agence de communication RH et marque employeur. Et fin 2022, cette entreprise a bien grandi. La partie cabinet de recrutement a été vendue à un grand groupe d'intermédiaires. J'ai gardé l'agence marque employeur que j'ai rebrandée We Feel Good. Donc voilà, donc We Feel Good est une agence de communication RH et marque employeur française. Nous accompagnons depuis 2016 de nombreuses organisations privées, de nombreuses collectivités publiques sur tous les sujets de marque employeur, de réputation et de e-réputation dont nous allons parler. Et puis accessoirement, à côté, si vous m'avez jamais écouté, je suis aussi podcasteur et j'ai la chance d'avoir un podcast qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça, avec près de 90 épisodes, dont un épisode spécialisé dédié à la e-réputation avec une personne que j'apprécie beaucoup, Guillaume Denevier, le fondateur d'Avise. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter cet épisode ou à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas fait sur ce thème, parce que je pense que ce thème vous intéresse si vous êtes avec moi. Alors, donc on va pas passer 20 ans sur We Feel Good. Petit point. Voilà, bon, globalement l'ordre du jour du webinaire. N'hésitez pas à, comme certains l'ont déjà fait, à interagir sur le chat. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas également à poser vos questions. Idéalement, vous avez à droite un petit onglet, en bas à droite, un onglet questions. N'hésitez pas à mettre vos questions à cet endroit-là. Ce sera plus facile pour moi pour les retrouver. Je suis un peu tout seul, donc il faut que je sois sur votre présentation, sur l'onglet questions et sur l'onglet chat en même temps, ce qui n'est pas toujours très simple. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions et à poser toutes les questions. Soit j'y répondrai au fur et à mesure, soit à la fin, en fonction du déroulé de ce sujet. Alors, pourquoi ce webinaire déjà? Pourquoi parler de e-réputation? Pourquoi parler de l'importance de la e-réputation en 2025? Effectivement, très concrètement, moi je l'ai bien vu et mes équipes aussi avec les clients que l'on accompagne. Alors, le sujet de la e-réputation, c'est pas un sujet nouveau, on va revenir sur tout ça, mais néanmoins, c'est pas un sujet sur lequel on était très sollicité par les organisations, ou en tout cas qui n'était pas priorisé par nos clients dans le cadre, par exemple, d'une construction d'une stratégie de marque employeur et de déploiement d'une marque employeur. Sauf que le monde bouge, vite, que les attentes candidats bougent extrêmement vite, on va y revenir, et de plus en plus, on voit des clients arriver sur ce sujet en disant « Waouh, ok, j'ai bossé ma plateforme de marque employeur, j'ai avancé ma stratégie, néanmoins, j'ai quelques petits sujets d'avis négatifs sur des plateformes, on va y revenir, mais comment je fais, comment est-ce que je peux augmenter ma note, est-ce que vous pouvez appeler une guide pour supprimer mes mauvaises notes, etc. C'est des choses qu'on a régulièrement, donc on va revenir sur tous ces points. Voilà, donc c'est des choses que vous avez peut-être vécues, alors j'espère pas dans votre entreprise, mais en tout cas vous avez peut-être vécu soit en tant que candidat ou ancien candidat, ou peut-être malheureusement dans votre entreprise, et des fois aussi des choses que l'on nous explique où on nous dit bah oui, j'assume, j'ai pas toujours été extraordinaire dans ma boîte, il y a des choses à faire, mais des fois je trouve ça assez injuste, et comment je peux réagir aussi à ces avis qui sont pas clairs. Alors déjà, il y a un point qui est clé, c'est que je vous propose de faire rapidement un petit parallèle entre les candidats et les clients. Les candidats sont des clients, vous le savez pertinemment bien, et il y a beaucoup effectivement d'enquêtes qui ont été réalisées sur la partie des comportements de consommateurs, des comportements de clients. Il y a quelques enquêtes sur les comportements de candidats, un petit peu moins, mais j'y reviendrai. Par contre, ce qui est clair,
c'est qu'aujourd'hui, et j'en suis à peu près certain, vous, moi, quand vous achetez, je ne sais pas, une perceuse, un smartphone, des chaussettes, hein, parce que sur Amazon, les chaussettes sont top 1 dans la tendance mode en ce moment, vous allez comparer, vous allez regarder les avis qui sont exprimés par les autres personnes. La même chose quand vous allez au restaurant, à l'hôtel, à un Airbnb. Bref, on regarde. Et c'est la même chose. Et vous voyez le dernier sondage IFOP de 2023 sur le sujet. Quasiment tout le monde lit au moins des avis occasionnellement quand il veut acheter. Et cette même enquête va même plus loin parce que elle fait un zoom très concret sur les comportements de consommateurs à l'issue d'un avis. C'est OK, j'ai vécu une bonne expérience, une mauvaise expérience, donc je vais la partager. On va revenir sur qui partage, et c'est souvent malheureusement les gens qui sont un peu déçus qui partagent en priorité versus les gens satisfaits. Mais de l'autre côté, les consommateurs, ils se disent OK, les avis décrivent une expérience positive, donc ça m'encourage et ça me donne envie effectivement d'acheter, de consommer dans cette entreprise. Et vous voyez, près de 70% des consos que nous sommes tous et toutes ont ce réflexe. Donc ça c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement important et qui a un impact très clair sur les achats. Et que si on fait le parallèle avec les candidats, qui peut avoir un impact très clair sur les candidats. On va revenir sur ce parallèle. Voilà. Voilà. Vous voyez des enquêtes qui, je ne vais pas abreuver les chiffres, mais c'est à peu près dans le même esprit. Par contre, vous voyez une évolution extrêmement forte. En 2021, on était sur du 75%. En 2023, on est sur du 92%. On voit une évolution rapide des comportements de nos comportements de consommateurs parce que il y a une importance croissante de la présence en ligne des entreprises, de nous-mêmes. Il y a également une nécessité du coup pour les entreprises d'avoir une stratégie très proactive sur le sujet dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Et puis, d'ailleurs, on peut aussi faire le parallèle entre ce qui est écrit là et ce qui se passe, même si ce ne sera pas le sujet majeur de ce webinaire avec l'employé advocacy ou les phénomènes de salariés ambassadeurs, c'est qu'effectivement, on fait plus confiance à nos amis, à notre réseau au sens large, voire même à des inconnus, qu'à la publicité de la marque. Et donc, ça, c'est très clair. Des enquêtes LinkedIn ont été réalisées aussi sur ce sujet. Quand une entreprise prend la parole sur LinkedIn ou sur un autre canal, bien sûr, on va l'écouter, mais on va peut-être moins l'écouter que si c'est un homme, une femme qui a vécu une expérience avec cette marque. Vous voyez où je veux en venir, d'où l'importance effectivement de bien d'être au fait sur ce sujet. Voilà, donc très concrètement, et vous l'avez compris, la e-réputation employeur, elle fonctionne comme la e-réputation client, en fait, de la même manière. D'avoir de la transparence, d'avoir des avis, de gérer les retours négatifs, mais on viendra aussi de gérer les retours positifs, parce que je pense que ça, c'est extrêmement clé. Bref, pour attirer aujourd'hui les meilleurs dans vos organisations, vous devez le faire exactement comme le font peut-être vos équipes sales, vos équipes marketing, vos équipes communication pour attirer de nouveaux clients, de nouveaux leads dans votre organisation. Donc, il va falloir travailler tous ces leviers d'attractivité ensemble. Donc, je reviendrai tout à l'heure, bien sûr, sur une méthodologie pour le faire. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelque chose que normalement vous connaissez, je l'espère, mais on va revenir très vite. C'est les étapes de quelqu'un qui est éventuellement candidat à un collaborateur en entreprise. Il va vivre un certain nombre d'étapes, il va être candidat, il va être collaborateur, il peut même, et ça je vous le souhaite, être ambassadeur de votre organisation, d'avoir mis en place un programme ambassadeur. Et donc, pour le faire candidater, le transformer d'un inconnu à un visiteur de votre site carrière, de vos plateformes de marque comme Welcome ou d'autres sites, d'autres job boards. Il faut les attirer pour ensuite les recruter. Ça, vous le savez. Bien sûr, les intégrer.
les fidéliser et puis, bien sûr, les faire rayonner, les engager. J'aurais même tendance à dire, en tout cas moi c'est une conviction que j'ai aujourd'hui, on pourrait rajouter soigner le départ. Parce qu'on sait pertinemment bien aujourd'hui que quand on recrute quelqu'un, cette personne ne va pas rester 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans dans votre organisation. En tout cas, c'est plus vraiment dans les tendances actuelles. Donc, quelque part, dès l'onboarding, on peut parler d'offboarding. Nous, on a des clients qui ont déjà mis ça, par exemple, dans leur stratégie et qui peut avoir un impact, du coup, sur les avis candidats. C'est que dès la phase d'onboarding, dans les premières journées d'onboarding, dans tout ce qui va toucher à des réunions, qu'elles soient distancielles, présentielles, sur l'intégration de nouveaux collaborateurs, on va parler d'offboarding et on peut parler aussi d'avis candidats. Donc, on peut avoir déjà des stratégies assez tôt sur le sujet et il n'est pas trop tard pour changer si vous ne l'avez pas fait. Donc, je pense que ce sujet, vous le maîtrisez. Vous êtes certainement des professionnels RH autour de l'écran. C'est le sujet que vous maîtrisez. Et si on fait le même parallèle avec les clients, vous l'avez bien compris, l'attirer, c'est l'identification du besoin pour ce prospect, ce lead, pour qu'il devienne un pré-acheteur, qu'il s'intéresse, qu'il va regarder, qu'il va télécharger, qu'il va regarder les consignes, voilà, etc. Pour ensuite acheter, devenir un utilisateur et lui-même un ambassadeur ou pas de votre marque, de votre produit. Donc, on a exactement les mêmes réflexes au quotidien. Voilà. Donc, des comportements similaires. Et là, je vous ai mis effectivement un slide qui résume. Vous pouvez le lire par la gauche côté client ou par la droite côté collaborateur. Moi, je vais le lire du côté droite collaborateur. Mais vous avez compris, c'est qu'un collaborateur, il va effectivement avoir tous ces réflexes-là. Il va donner son avis sur Internet. Il va créer un dialogue avec l'entreprise. Il attend qu'on lui propose des outils simples, etc. Il exige de l'écoute. Il accorde de l'importance aux émotions. Il veut vivre une expérience. Il s'engage pour l'entreprise s'il est satisfait. Il privilégie une relation de confiance. Il aspire que son action ait un sens. Donc, vous avez bien compris, le parallèle, il est le même. Voilà. Donc, les comportements consommateurs se retrouvent dans les comportements candidats parce que ce sont les mêmes personnes, tout simplement. Donc, rien d'extraordinaire. Et là, je vous ai mis quelques petites enquêtes assez récentes d'Hello Work qui sont extrêmement importantes. Près de 70% des Français sont aujourd'hui prêts à refuser un poste dans une entreprise qui a mauvaise réputation, même s'ils n'ont pas de boulot. Donc, ça, c'est quand même assez fort. Et je vous ai mis ce slide parce que je le trouve extrêmement pertinent entre je dirais, l'écart des attentes candidats et celles qu'ont les recruteurs dans les organisations. Donc, vous avez différents éléments, mais si vous zoomez sur la ligne avis de salariés en ligne, aujourd'hui, 45% des candidats disent utiliser systématiquement les avis en ligne, selon la dernière enquête Hello Work. Moi, je pense que c'est même encore plus maintenant, pour être très clair. Et à côté, seuls 6% des recruteurs travaillent le sujet. Donc, vous voyez l'écart qui est extrêmement fort entre les deux. D'accord ? D'ailleurs, c'est l'écart peut-être le plus fort qu'il y a entre les deux. À contrario de l'autre, vous voyez par exemple juste au-dessus les sites emploi qui sont très utilisés par nous, par les recruteurs évidemment, et qui néanmoins il y a un écart là du côté candidat sur moi j'utilise les sites emploi, mais pas forcément. Alors que les avis salariés, c'est extrêmement fort, c'est autant que les sites emploi. Donc, regardez les investissements que vous faites. Est-ce que vous investissez autant d'argent, autant de temps entre les sites d'emploi et les avis en ligne? Je suis à peu près persuadé que non, mais vous pouvez me dire le contraire sur le chat. N'hésitez pas, si je dis des sottises, vous avez le droit de me contredire. Et puis à côté, on a eu l'émergence des plateformes en ligne. Bon, vous en connaissez. Bien évidemment, vous connaissez Google My Business, qui est extrêmement connu, extrêmement utilisé. Mais vous connaissez aussi probablement Glassdoor et Indeed. Entre parenthèses, si vous ne le saviez pas, Glassdoor appartient à Indeed. Voilà. Donc, alors, il y a des petites différences, effectivement. Indeed est extrêmement utilisé. C'est bien sûr un job board que vous utilisez peut-être pour publier vos annonces, peut-être pour rechercher un travail, pour changer de taf si vous n'en pouvez plus,
Mais et bien sûr, il existe une fonction avis sur les entreprises dans laquelle les collaborateurs peuvent renseigner aussi tout un tas d'éléments, comme la fourchette salariée en vigueur, laisser des commentaires sur la politique de l'employeur, mais vous avez aussi des éléments sur les candidats qui racontent un petit peu ce qu'ils ont vécu, qui posent des questions et auxquelles tout le monde peut répondre. Donc, c'est extrêmement utilisé Indeed. Et je pense que ça vaut le coup, si vous n'avez pas fait, d'aller voir ce qui se passe sur votre page Indeed, la page de votre organisation. Et puis Glassdoor, pour moi, c'est la plateforme d'avis en ligne par excellence. Bien sûr, elle séduit les candidats, mais elle a énormément d'informations. Et Glassdoor, lui, va se spécialiser surtout sur les avis des salariés, voire des anciens salariés. Donc, vous avez différents regards entre Indeed et Glassdoor, entre les salariés, les anciens salariés, les candidats, et donc, ils donnent effectivement un ensemble. Quelque chose qui est important, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est taper le nom de votre entreprise dans Google, par exemple, dans le moteur de recherche que vous préférez, mais on va utiliser Google. Mettez le nom de votre entreprise et vous mettez juste avis derrière. Et vous allez voir ce qui va sortir. Et très, très vite, vous avez effectivement tous les avis de toutes les plateformes. Et il y en a aussi d'autres d'ailleurs, hein, des GoJob, etc. Donc, mettez-vous à la place du candidat qui a envie de postuler chez vous. C'est extrêmement simple d'avoir des informations complémentaires de celles que vous donnez sur votre site carrière, dans vos offres d'emploi, dans vos communications officielles, on va dire. Voilà. Donc, ces réflexes-là sont extrêmement forts. Un petit message de Léna qui dit qu'elle répond à tous les avis, et ça, c'est top, on va y revenir. Voilà. Donc ces réflexes-là, aujourd'hui, sont clés. Et d'ailleurs, même si vous tapez aujourd'hui, je l'ai fait moi encore ce matin, le nom d'une entreprise avec le mot avis, vous avez Google, il vous propose d'élargir la recherche. Et vous avez, par exemple, nom d'entreprise avis salarié qui arrive avant avis client. Donc, ça veut dire que concrètement, ça apparaît de manière extrêmement visible. Donc, ça peut avoir un impact, bien sûr, sur votre recrutement, mais aussi, pourquoi pas, et j'en suis à peu près persuadé, sur votre business, sur l'activité économique de votre entreprise. Honnêtement, si on est client et qu'on voit que l'entreprise, je dirais, n'a pas une super politique RH, traite mal, entre guillemets, ses candidats et ses collaborateurs, ça peut engendrer, par exemple, que certains consommateurs refusent d'acheter chez vous. Voilà. Donc, en tout cas, ces plateformes d'avis, elles méritent d'être regardées et d'être scrutées régulièrement par vous. Je vous propose un petit test. Voilà, entre vous et moi, de prendre une petite minute, d'aller sur votre page Indeed, d'aller sur votre page Glassdoor et de faire la moyenne des deux. Et de jouer le jeu ou pas, vous qui voyez, de le mettre dans le chat. Allez, je vous laisse quelques secondes, 30-40 secondes, pour aller sur votre page Indeed, votre page Glassdoor, pardon, et de faire la moyenne des deux pour voir où vous en êtes. Voilà. Hop. 4,3 Rosemary. Waouh. Bravo. Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est un excellent chiffre. 4,3 Mathilde. 4,05, 3,8. Bon, on a des bons élèves aujourd'hui, c'est cool. 4, pas mal. Alors, la question que je ne vous ai pas posée, c'est combien d'avis vous avez? Parce qu'attention, 3,35, Jeanne 1,5. On va en parler, Jeanne. Si on a 4,3 avec 20 avis, ça n'a pas du tout le même impact que si on a 4,3 avec 350 avis. Donc ça c'est aussi un autre sujet qui est extrêmement important parce que sur lequel voilà, on peut effectivement monter de manière extrêmement forte sur le sujet. D'ailleurs, petit point sur quelques notions mathématiques.
J'avais fait le calcul récemment d'une entreprise qui avait, je lui dis à 0 avis. Bon, comme ça, c'est assez simple. Voilà, on va éviter qu'il y ait une personne qui vous mette 1 sur 5 parce que ça va vite être compliqué. Mais l'avantage, c'est que ça peut se remonter assez vite. Merci à vous de jouer le jeu, c'est hyper sympa. Je vais prendre Jeanne, par exemple, qui a 1,5 avec 15 avis. Donc, Jeanne n'a pas une super note, on va revenir là-dessus. Mais je dirais que la bonne nouvelle, c'est que Jeanne, vous avez peu d'avis. Donc, tout ça, c'est contrable. D'accord ? On peut effectivement aller à contre-courant de ce sujet. D'accord ? Donc, grosso modo, si vous avez une vingtaine d'avis avec une note de 2 sur 5, pour remonter à un 4 sur 5, il vous faut une petite quarantaine d'avis à 5 sur 5 pour remonter vers du 4 sur 5. Donc, ça nécessite effectivement pas mal d'engagement. Et si vous avez 200 avis avec 2 sur 5, là, vous imaginez le nombre d'avis qu'il vous faut à 5 sur 5 pour franchir des étapes. Donc, c'est un cheminement qui est assez long. Donc, le plus tôt, il faut vous en occuper, le plus tôt, vous allez remonter votre note si vous souhaitez remonter votre note. Alors, je vous ai mis à l'écran là quelques échelles. Grosso modo, en tout cas, moi, c'est mon analyse. Plus de 4 sur 5, on commence à être dans des choses qui sont pas mal. C'est une bonne réputation qu'il faut entretenir, qu'il faut gérer. Il ne faut pas laisser les choses toutes seules. Il faut rester vigilant, mais les feux sont plutôt au vert. Entre 3 et 4, c'est pas mal, mais il y a des choses à travailler et il va falloir faire des efforts pour remonter au-dessus du 4 et peut-être aller chercher de nouveaux avis. Et puis, quand on commence à être en 2 et 3, voire pire, en dessous de 2, là, il faut bosser les choses. Il faut bosser les choses avec un plan d'action concret. Il faut réagir rapidement pour avancer et franchir ce cap. Alors, quelques bonnes pratiques rapidement pour que vous puissiez avancer. La première chose, c'est déjà, je vous encourage à regarder si votre profil d'entreprise sur Indeed et sur Glassdoor sont déjà correctement remplis. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a déjà des champs que vous pouvez remplir avec des comptes gratuits sur Indeed et Glassdoor. Vous pouvez bien sûr aussi acheter des pages payantes, des pages entreprises payantes sur Indeed et sur Glassdoor. On est à vos dispositions si vous souhaitez en parler. Mais déjà, avec les aspects gratuits, vous pouvez déjà avancer le schmilblick. Donc déjà, avoir un profil entreprise qui est rempli, de mettre idéalement des éléments qui vont mettre en lumière votre marque employeur, d'où l'importance de l'avoir travaillé aussi en amont. Et puis, bien sûr, des avis collaborateurs auxquels vous répondez systématiquement. Et ça, on va y revenir parce que c'est malheureusement pas beaucoup fait encore dans les organisations, pas assez fait, en tout cas à mes yeux. Donc, 3 conseils clés, c'est déjà d'être aux aguets, faire sa veille. Nous, quand on accompagne nos clients, selon les clients, selon les contrats qu'on a avec les clients, on a des clients où on regarde toutes les 24 heures, des clients on regarde toutes les 48 heures, toutes les 72 heures, en fonction du contrat que l'on a avec eux et du nombre d'avis potentiels qui est émis sur leur page. Mais en tout état de cause, c'est hyper important d'être le plus réactif possible et ne pas laisser les choses en jachère pendant des jours, des semaines, voire des mois. Donc ça, c'est hyper important d'émettre un avis. Donc ça, c'est clé peut-être dans votre organisation de se dire qui s'en occupe. Quel est le rôle de chacun dans votre équipe RH ou dans votre équipe communication qui fait sa veille à un rythme que vous allez déterminer, d'aller voir, d'aller juste lire ses avis. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est hyper important de le faire et pas de découvrir ou quelqu'un qui vous dit à la machine à café hey, « t'as vu le nouvel avis qu'on a eu sur Indeed c'est pas ouf, quoi. » Bon, voilà, c'est un peu dommage de l'avoir su comme ça. Secondo, on va y revenir, il faut personnaliser ses réponses. Bien sûr, il faut répondre aux commentaires, que les commentaires soient positifs, que les commentaires soient négatifs. Moi, je vous encourage à répondre à tous les commentaires, d'avoir effectivement cette stratégie et d'y répondre. Voilà, donc on va revenir sur quelques exemples tout à l'heure, mais je pense que c'est important d'apporter effectivement une réponse, une solution. Déjà, ça peut être juste un remerciement pour cet avis, même s'il est négatif, même si des fois il est dur à encaisser, dur à avaler, mais d'avoir ce remerciement,
de prendre acte, montrer que vous êtes des humains derrière et d'apporter une solution s'il y a une problématique qui est soulevée. Des fois, il n'y en a pas. Donc, ça peut être un don tact, un merci, etc., etc. Mais il y a un sujet. Et surtout pas de le laisser tomber. Voire de proposer d'échanger en privé, si ça nécessite un échange en privé. Voilà, vous pouvez aussi, et ça je le vois assez régulièrement, des entreprises qui proposent à la personne, parce que des fois on ne sait pas qui c'est, bien sûr, de lui dire, n'hésitez pas à nous contacter au 02 01 machin, ou à l'email truc, pour en parler, pour éclaircir la situation. Voilà. Ça, c'est extrêmement important et ça permet de retourner un petit peu le message parce que les autres internautes vous lisent. Il n'y a pas que vous. Voilà. Et puis, s'il y a un véritable sujet, un véritable problème et que vous êtes en charge de la réponse aux avis, c'est hyper important de vous retourner, si ce n'est pas vous, vers l'expert, l'experte en interne chez vous pour avoir les bons éléments, les bons chiffres, les bonnes datas pour pouvoir apporter une réponse éclairée et vraie. Le mot authentique, il est aujourd'hui très, très fort, mais surtout éviter la langue de bois. D'accord ? Est-ce que chez vous, n'hésitez pas à me répondre sur le chat de la même manière, est-ce que certains d'entre vous ont déjà mis en place ces process, d'autres pas? Et si oui, est-ce que vous avez eu des galères, des difficultés dans la mise en place de ce type de process? N'hésitez pas à réagir sur ces premiers conseils clés de réponse aux avis. Hop. Je vois que Léna est en train de rédiger quelque chose. Hop. Alors, merci Santiago. Santiago dit que j'ai mis en place des process avec vos chargés de recrutement, avec des modèles de mes classiques, etc. Donc ça c'est top d'avoir effectivement. Alors ça, c'est intéressant ce que dit Santiago. Nous, quand on travaille avec nos clients, on va travailler sur une banque de réponses. C'est-à-dire que très concrètement, on va accompagner nos clients. Donc, on a travaillé effectivement, ou soit on a travaillé leur plateforme de marque employeur, donc on les connaît bien, soit on ne l'a pas travaillé, mais ils vont nous donner tous les éléments. On va travailler des réponses qui sont adaptées au vocabulaire, à la tonalité de l'entreprise et en lien avec ses valeurs, ses piliers. Ça, c'est extrêmement important pour qu'il y ait de la cohérence entre la marque employeur de l'entreprise et vos réponses sur les sites d'avis. Et donc, l'idée, quand on réfléchit à ça, c'est de dire, voilà, quelles sont les questions qu'on nous a posées ou qu'on peut nous poser, auxquelles on va déjà préparer des réponses. On va anticiper un peu les choses. D'accord ? Parenthèse, vous pouvez aussi vous faire aider d'outils d'IA générative pour réfléchir à ces sujets en lui disant, vas-y, pose-moi toutes les questions que je pourrais imaginer avoir sur des avis et voilà. Et après, à vous d'y travailler la réponse. Alors, l'IA générative peut vous apporter une réponse, mais elle ne va pas être personnalisée de manière très forte, pas en lien avec votre marque employeur, donc ça va nécessiter effectivement sur la réponse de la personnalisation. Sujet warning, mais le sujet, c'est effectivement, ne faites pas les réponses forcément avec l'IA générative. Ça peut aider, mais il ne faut pas faire de copier-coller. Merci Léna. Notre stratégie est définie sur Evolutive. Nous répondons à tous dans un certain délai, sans trop personnaliser, en invitant à se rapprocher des RH. Alors, le but n'est pas de dialoguer en ligne. Alors ça, totalement en phase. Léna, le but, c'est pas de dialoguer en ligne. C'est pas de... vous n'êtes pas sur les commentaires de LinkedIn avec des réponses dans tous les sens. Donc, inviter à se rapprocher des RH locaux, ça peut être une bonne réponse. Par contre, je pense qu'il faut personnaliser parce que ça se ressent énormément, bien sûr, pour la personne qui a rédigé l'avis, mais aussi pour les autres personnes qui lisent les avis et les réponses que vous apportez. La personnalisation, aujourd'hui, elle est importante, sans bien sûr dévoiler des éléments confidentiels de la relation contractuelle que vous aviez avec cet ex-collaborateur ou ce collaborateur ou de l'expérience candidat qu'a vécu le candidat. Donc, voilà. Et là, je rejoins Léna. Oui, il faut être attentif à la confidentialité, on est d'accord. Évidemment, hors de question de dévoiler la moindre chose qui est confidentielle et vous savez pertinemment bien ce qui est confidentiel ou pas sur un avis. Hop, je vois qu'il y a une question. Je vais me permettre de répondre à Erika.
À votre avis, quel est le délai idéal pour répondre à un avis? C'est une excellente question, Erika. Nous, quand on va accompagner nos clients, on va… donc, je vous dis, on est sur la lecture d'un avis 24, 48 heures, 72 heures, hein, c'est souvent le grand maxi. On va rapidement nous pré-rédiger une réponse à cet avis qu'on va bien sûr valider avec notre client. Hein. On travaille en collaboratif, on va juste lui faire gagner beaucoup de temps sur tout ça et on essaye d'y répondre honnêtement dans les 48, 72 heures de la même manière. Donc l'idée, c'est d'être le plus… Si on est réactif dans la lecture d'un nouvel avis, on se doit d'être aussi réactif dans la réponse. Voilà. Après, selon les avis, hein, il peut y avoir un travail des fois en interne de recherche d'éléments pour faire en sorte que la réponse soit adaptée. Mais je dirais le plus tôt possible, ne pas laisser traîner en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, les don'ts, hein, en complément, c'est évidemment ne pas accorder d'importance à la réponse. Bon, vous avez bien compris les choses. Éviter les copier-coller. Alors ça, je le vois. C'est là où la personnalisation, et je reviens sur ce que disait Léna, elle est importante. Je le vois des fois dans des réponses qui sont faites sur des avis positifs, donc des avis plutôt chouettes. Et c'est toujours la même réponse qui est faite. Alors, c'est sympa, vous avez fait une réponse. Mais je pense que ça vaut le coup de consacrer quelques minutes de plus et d'avoir une réponse, certes positive, de remerciement, mais qui est quand même personnalisée au contenu qu'a indiqué la personne, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est clair. Et surtout, de ne pas laisser, et là, ça rejoint la question d'Erika sur la réponse aux avis, de ne pas laisser proliférer des collaborateurs mécontents parce que c'est pas chouette et puis vous allez le payer en termes de réputation et de crédibilité. Voilà, donc une méthodologie, bon, je vous l'expliquais. Notre méthodologie, donc déjà, c'est que on a un premier sujet quand on travaille la réputation de nos clients. Déjà, on va travailler soit en direct, soit aussi via une plateforme d'avis, de gestion d'avis, avec laquelle on collabore, que je vous ai cité, que j'ai eu sur mon podcast, qui s'appelle Avise, avec son dirigeant Guillaume Denevier. Et on a un vrai sujet pour nous, quand on nous contacte, souvent c'est l'équipe RH, ou c'est l'équipe com, ou c'est les deux. Mais on considère, un peu à l'instar de la marque employeur, que c'est un sujet plus global et qu'il faut idéalement embarquer le maximum de personnes dans l'aventure. Donc la direction, les managers. Donc pour ça, l'idée c'est de dire c'est un sujet certes qui va être géré par l'équipe com ou l'équipe RH, mais tout le monde est embarqué. Et donc c'est un véritable sujet sur lequel on va tous travailler d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que on va solliciter, vous voyez dans l'étape 3, je vais revenir, on va solliciter les collaborateurs pour déposer de nouveaux avis. D'accord? L'idée, c'est d'avoir plus d'avis. Donc, si on sollicite les collaborateurs, c'est mieux que les managers de ces collaborateurs, qui entre parenthèses sont eux-mêmes collaborateurs, soient informés en amont. Donc, c'est extrêmement clé de se dire, OK, on va travailler ce sujet. Vous, la direction, le CODIR, le COMEX, on compte sur vous. Vous, les managers, on compte sur vous et on va vous expliquer ce qu'on va faire très concrètement. Le deuxième sujet qui peut être important, ça peut être de rédiger une charte de modération. Alors, je ne vais pas vous mettre des exemples de charte de modération à l'écran parce que ce sont des documents confidentiels clients, mais l'idée, c'est effectivement de travailler tous les sujets qui sont potentiellement clés dans les réponses que vous allez faire demain avec réponses aux avis. Donc voilà, donc c'est de travailler avec votre client sur de quoi on va parler, comment on va en parler, quel ton on va utiliser, qui va répondre, sous quel délai, etc., etc. Donc, c'est de répondre un petit peu tout le back-office pour que tout soit clair entre l'entreprise et puis l'agence, si vous passez par une agence, ou si vous ne passez pas par une agence, vous, RH Communication, avec vos autres clients internes, si c'est nécessaire. Donc, c'est important de mettre un peu les règles du jeu, quelque part. L'idée, bien sûr, c'est de solliciter les collaborateurs pour déposer des avis. Je reprends, je crois, Jeanne, qui avait 15 avis pour une note de moins de 2. C'est pas perdu. On peut aller chercher plus d'avis. Et là, l'idée, c'est d'avoir une stratégie, de se dire quels sont mes ambassadeurs dans l'entreprise.
Alors, soit vous avez déjà travaillé une stratégie d'ambassadeur, c'est chouette, soit vous n'avez pas travaillé ce sujet, mais vous connaissez globalement les gens qui sont bien dans votre boîte, bien dans votre organisation, qui likent vos posts sur LinkedIn, etc. Et peut-être d'aller vers eux en leur disant, bah, écoute, je te propose, quand tu le souhaites, de mettre un avis sur Indeed ou sur Glassdoor. Bien sûr, vous leur dites pas ce qu'ils doivent écrire. Vous les laissez libres d'écrire ce qu'ils ont à écrire, parce que sinon, c'est de la manipulation et ça, c'est catastrophique. Mais les solliciter. Et vous pouvez même aller plus loin, parce que ça, on l'a eu nous régulièrement. On a des collaborateurs qui nous disent, OK, mais honnêtement, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où faire. Faites un petit guide, nous qu'on fournit à tous nos clients, c'est comment mettre un avis sur Indeed, comment mettre un avis sur Glassdoor, et qui va aider vos collabs à être acteurs et de faire gagner du temps pour pas qu'ils s'y perdent. Voilà. D'où l'importance d'informer, de sensibiliser en interne et de communiquer autour de la démarche. Alors, le 3 peut être avant le 4 avant le 3, ça dépend comment vous allez fonctionner. Par exemple, le 3 avant le 4, c'est vous allez commencer à travailler avec les collaborateurs qui sont très ambassadeurs. Voilà. Et si ça prend, vous allez aller plus loin et élargir la communication pour avoir plus d'avis collaborateurs. Sinon, vous pouvez tout de suite partir sur de l'information, de la sensibilisation en interne. À vous de voir comment vous avez envie de fonctionner. Et puis après, on revient sur les choses assez classiques dont on a déjà parlé, de gérer, de modérer les avis. Voilà. Et puis, alors, suivez des indicateurs clés, ayez quelques KPI. Alors, les KPI, bien sûr, c'est la note, OK, c'est le nombre d'avis. Je dirais que c'est aussi le ratio d'avis positifs versus le nombre d'avis au total. Ça, c'est un ratio que je trouve extrêmement important. Un autre ratio que vous pouvez suivre si vous sollicitez les collaborateurs pour déposer des avis, c'est combien le font réellement. Voilà, alors c'est l'avantage de passer par exemple pour une plateforme comme Avis, c'est que vous allez pouvoir effectivement mettre en place des campagnes de sollicitation d'avis et suivre alors pas qui a mis quoi, mais qui a mis un avis, simplement. Vous n'avez pas forcément le quoi. Mais en tout cas, vous savez que Jean-Jacques ou Marie a mis un avis, et ça vous permet déjà de piloter et voire de relancer à un rythme sans être lourd, mais voilà, pour que ça fonctionne. Alors, une question de Muriel. Coucou Muriel, que je connais. Est-ce qu'on peut solliciter les anciens employés, anciens stagiaires avec qui on a une bonne relation professionnelle? Mais clairement, oui. Ça, c'est un véritable sujet. Je pense qu'il y a des démarches à réaliser à certains moments de la vie de l'expérience collaborateur. Je vais aller élargir un peu ta question, Muriel. Il y a des moments où vos collaborateurs, ils sont plus susceptibles de mettre des avis. Par exemple, après les fins de période d'essai. La fin de période d'essai est validée. Dans votre process d'onboarding, vous pouvez avoir un petit mail qui part quelques semaines après la fin de période d'essai en disant voilà, bravo Marie, c'est la fin de période d'essai. Est-ce que tu serais OK pour mettre un avis sur ce que tu as vécu chez nous? La personne le fait pas, mais vous allez le faire et vous allez voir que vous en avez un certain nombre qui vont le faire et ça va augmenter les avis. Deuxième sujet, évidemment, à le moment de l'offboarding. Si l'offboarding se passe dans un climat serein, alors s'il se passe dans un climat compliqué, évitez d'aller trop là-dessus, mais si vous avez un climat serein, et évidemment que ça peut être stratégique d'avoir ce sujet. Il y a des entreprises qui sont extrêmement avancées sur l'offboarding, qui ont même mis en place des alumni, et dans ce cadre-là, il y a systématiquement la gestion des avis, en tout cas les sollicitations d'avis qui sont établies. Et si vous n'avez pas mis en place aujourd'hui un process d'offboarding un peu carré, voilà, et tiens, ce sujet, si vraiment vous avez envie d'avancer, je vous encourage à aller télécharger le livre blanc de Woobi, W-O-B-2-E, sur l'offboarding, qui est juste génial. Voilà, parenthèse, vous allez pouvoir effectivement solliciter vos collaborateurs, vos anciens collaborateurs, stagiaires, alternants, CDD, CDI, bien sûr, à émettre un avis. Ça, c'est top et il faut le faire. Enfin, moi, je pense qu'il faut le faire. Hop. Le temps tourne. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer un peu dans le détail de tout ce que j'avais mis derrière. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes? Est-ce que vous avez encore des questions que tout le monde puisse exprimer? Alors, je vais répondre à Erika. Il est clair qu'il faut travailler en partenariat avec les départements communication et RH. Ça, oui, ça, j'en suis convaincu, et y compris plus largement sur des sujets de marque employeur. Mais d'après votre expérience, ce processus fonctionne de manière plus fluide et efficace lorsque l'interlocuteur principal
provient de la com ou des RH? Alors, excellente question, Erika. Et je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, ça dépend. Mais très concrètement, ça dépend de la culture aussi de votre organisation. Nous, on le voit très, très bien. Donc, on a des entreprises où les services com prennent un peu la main sur les services RH parce qu'ils sont extrêmement sensibles et souvent les services com ont l'habitude de gérer les avis clients, par exemple. Donc, il y a très vite ces réflexes-là dans le monde de la communication. Donc, si vous avez la chance d'avoir une équipe communication qui est très au fait des services clients, moi, je vous encouragerais à se faire en sorte que ce soit la com qui prenne la main. Par contre, l'expert, c'est la RH. Donc, d'avoir l'avis de la RH avant de faire la réponse par le service communication. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui est facilitant pour vous. Le RH, il est plutôt en mode expert, il intervient, il donne des billes et l'équipe com va rédiger la réponse. Voilà. Si vous avez une équipe com, et ça nous est arrivé de voir des équipes com qui sont peu engagées sur la marque employeur, qui sont très focus sur la marque business, la marque commerciale, etc., et qui ne s'occupent pas beaucoup de l'équipe RH, bah, vous, l'équipe RH, il faut que vous preniez la main, quoi. Voilà, ça c'est clair. Pas trop de choix. Léna, nous avons plus tendance à laisser un avis négatif, donc il est important de proposer aux salariés de partager leur expérience. Oui, et je vous dirais, laissez aussi un avis lorsque c'est. Alors oui, oui. Alors je comprends mieux la question. C'est les candidats mettent des avis plutôt quand c'est négatif. Oui, totalement. Et ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on le fait tous aussi. Hein. On a plus tendance à mettre une mauvaise note au restaurant quand on a mal mangé que quand on a bien mangé. Donc, il faut avoir ce réflexe-là de solliciter les collaborateurs et de leur proposer de mettre des avis positifs, idéalement, à des rythmes réguliers. Comment faire comprendre aux dirigeants que travailler sur nos avis et solliciter nos collaborateurs internes ne se résume pas à se tirer une balle dans le pied? Alors là, c'est une question qui est extrêmement large, Santiago. Déjà, tu me les envoies, tes dirigeants. On va en parler. Moi, je suis prêt à discuter avec eux et à leur expliquer que c'est pas une bonne idée. Très concrètement, vos dirigeants, au-delà des avis, il faut si c'est pas déjà fait, effectivement, leur faire comprendre que le sujet de la marque employeur aujourd'hui est un sujet clé, au même titre que plein d'autres sujets RH. Hein. Il y a aussi beaucoup d'autres. Voilà. Et les avis n'est qu'une partie de ce sujet de réputation employeur. Donc, il faut vraiment leur montrer des cas concrets. Donc, on l'a eu, nous, avec des dirigeants qui nous disaient « Ouais, mais attends, là, c'est encore Jean-Jacques qui a mis un avis négatif. » OK. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on n'a rien fait. Donc, il faut travailler ce sujet. Il faut répondre aux avis négatifs. Et c'est surtout pas Indeed ou Glassdoor qui va supprimer vos avis. N'attendez pas ça. Ce n'est pas leur métier. Ils ne le feront pas. Donc, il faut prendre en main les choses. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Voilà. Donc, Sarah qui est en train de taper. Il nous reste 3 minutes. Coucou Sarah. Je connais Sarah, effectivement. Je ne savais pas que c'était toi. Voilà, donc ça va être interrompu dans 2 minutes par nos amis de Parlons RH, moi que je remercie beaucoup pour ces 3 quarts d'heure de visibilité. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, c'est assez facile. Vous pouvez me contacter bien sûr sur LinkedIn, vous me retrouverez extrêmement facilement. Enfin, il y a rien de plus simple que me trouver. Je vous mets rapidement mon email si vous avez envie de m'écrire. Voilà, moi je suis à votre disposition, Florent Le Tourneur sur LinkedIn, et je vous dis à bientôt, soit dans la vraie vie, soit sur mon podcast, on n'a jamais fait comme ça. À bientôt.